toutes et à tous, bienvenue dans le Crazy Podcast Show, la voix des druides. On va parler ensemble de magie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et autour de la table, et grâce à la magie des ondes, eh bien, j'ai la joie d'avoir et de recevoir notre grand druide à nous tous ici présents. Il s'agit de Fred Darville. Bonjour Fred. Salut à vous. Et puis le grand druide, l'homme de la sagesse, l'homme de culture, celui qui nous apprend plein de choses que nous ne savons pas ou que nous saurions peut-être mais que nous avons déjà oublié. Il s'agit de Gilles Rollini. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et puis à mes côtés, il est avec nous, on l'appelle le manipulateur chez nous. Il prend des cartes, il les balance dans tous les sens, il change de cheveux comme moi je change de slip. Il s'agit de Nestor Atto. Bonjour Nestor. Salut Patrick, salut tout le monde. Et en plus il a mis des petits lapins sur son casque. Et puis à distance et grâce à la magie des ondes, eh bien, nous avons la joie d'avoir avec nous Sébastien Paris. C'est le druide pour enfants, il aime beaucoup la magie pour enfants. Il en fait des spectacles, mais pas que. Bonjour Sébastien. Bonjour, salut tout le monde. Voilà, on est très très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode de la Voix des Druides, The Magic Podcast Show. J'arriverai à le prononcer un jour peut-être au numéro 250. En tout cas, vous avez été plus de 100 à nous écouter. Alors, ça fait comme ça. Mais pour un premier numéro, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Fred ? Ouais, on est trop fort et ça va pas s'arrêter comme ça. Et ça va pas s'arrêter comme ça. Bon, bref, on va construire ce podcast au fur et à mesure qu'on le fait et qu'on discute. Mais on va commencer par des choses qui sont toujours les mêmes en début de podcast. Et on va parler eh bien de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Et on va commencer par qui ? Qui est-ce qui veut commencer ? Qui est-ce qui a un coup de cœur ou un coup de gueule à poser ce soir ? Bon, je vais commencer. Allez, Gilles, vas-y. Alors, la dernière fois, je vous avais amené 2 bouquins. Hein, et aujourd'hui, j'ai également un bouquin. Je ne l'ai pas amené parce que... Alors, tu l'as en PDF ? Je ne l'ai même pas en PDF, mais je l'ai en photo, tellement il est lourd. C'est un livre qui a été, qui a été écrit par Philippe Billot et Pierre Guérin. C'est Retour aux sources. C'est un gros bouquin qui reprend à peu près toute l'histoire de l'invention des tours de magie depuis la création des cartes. Depuis la création des cartes. Tout à fait. Ils ont mis combien de temps à écrire cet ouvrage ? Ils ont mis plusieurs années. Il doit faire 500 pages. Excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Non, chez les magiciens, c'est un petit lapin dans la gorge qu'on a. Un petit lapin. Non, mais ça, c'est Nestor qui a les petits lapins. Oui, moi, j'ai pas. Mais, voilà. Il les a mis, c'est vraiment particulièrement intéressant. Le seul regret que je peux avoir, et j'en ai discuté avec eux parce que j'ai eu la chance de les rencontrer, de faire un spectacle et ils y étaient, c'est que j'aimerais une table des matières pour retrouver tous les gens qui sont mentionnés, mais ça reprend toute l'histoire d'un tour de magie depuis sa création jusqu'à maintenant. C'est vraiment assez extraordinaire. À mettre entre toutes les mains de jeunes magiciens, par exemple. S'ils ont le courage de lire, oui. S'ils ont le courage de lire. Il n'y a pas de podcast et de tuto, non ? Non, pas à ma connaissance, mais bon, peut-être qu'un jour ça y arrivera. Ils sont en train de préparer une table des matières, ils m'ont dit justement, parce que quand je leur ai dit que ça manquait, ils m'ont dit mais justement on est dessus et ça peut reprendre un petit peu tout ça. Alors je ne sais pas si on va créer un compte Instagram des Crazy Druides, ce serait peut-être une bonne idée d'ailleurs, ça nous permettrait de mettre les petites photos, on pourra en faire une parce que Nestor prend des petits lapins en mousse qui sont au milieu de la table et il les coince dans le câble à spirale de son casque. Voilà, c'est mes petits copains avec vous ce soir. Ouais, c'est ça. D'ailleurs Gilles, ça se trouve où ce livre ? Alors c'est... oui. Ah oui, alors c'est les éditions... attends, je vais essayer de vous le dire. Alors, en parlant dans le Ayamaya, c'est les éditions Ayamaya. J'ai pas l'adresse là, mais je suis certain que si vous tapez Ayamaya, A-M-A-Y-A, ouais. Okay. Si vous tapez Retour aux sources, je pense que vous les retrouverez. Enfin, j'ai reçu pas mal de publicité déjà quand il est sorti. Il est sorti il y a 5-6 mois. 5-6 mois. Ouais. Aux éditions Ayamaya, Retour aux sources. Un bel ouvrage à mettre entre toutes les mains de ceux qui ont envie de se culturer un peu en magie et de trouver la source. Il manque juste une petite table des matières un peu synthétique pour pouvoir justement s'y retrouver. Mais ce sera peut-être pour le tome 2. Il faut toujours faire un peu de marketing. Ça permettra de vendre un tome 2. On appellera ça l'édition augmentée. Fred, un coup de cœur, un coup de gueule peut-être les deux d'ailleurs. Non, un coup de gueule. Moi, je suis trop gentil pour m'énerver contre qui que ce soit. Mais par contre, un coup de cœur, oui. Alors, moi, j'aime bien les coups de cœur qui datent. Parce qu'il n'y a pas que la nouveauté. Il y a un patrimoine magique tellement important que c'est bien des fois d'aller replonger dans les anciennes éditions. Et moi, il y a une série de Jim Steinmeier, les Impossibilities, que j'adore,
Il y en a 10. C'est une mine considérable de techniques, de principes, d'idées à exploiter, parce que bien souvent, ils sont présentés un peu bruts de décoffrage. Et c'est génial quand on veut créer un effet, parce qu'on a du matériau brut sur lequel on va pouvoir imaginer plein de choses, parce qu'ils ne nous prémâchent pas le boulot. Souvent, c'est présenté comme ça, de manière assez abrupte. Il donne des super scripts quand même. Il y a des super scripts qui sont très intéressants. Il y a des scripts aussi, mais souvent, j'ai remarqué que toi, la technique, elle est présentée telle qu'elle. Il y a une thématique parfois autour, mais ça nous laisse un champ considérable d'exploration en fait, et d'adaptation de la technique. Ce que j'aime bien, moi, parce que t'es pas trop guidé en fait. Ça te booste. Ça te permet après d'appliquer ça à d'autres principes et puis de mettre tes propres thématiques. Et donc cette série Impossibilities, alors il y en a plein avec des noms imprononçables pour certains. Alors vas-y, le plus imprononçable. Le plus imprononçable, alors Treacherous Impossibilities. Pardon, comment tu dis ? Non, je ne vais pas le répéter. Une fois, ça suffit. Alors, bon, malheureusement, évidemment, c'est toujours le côté un peu chiant, c'est que les anciennes éditions, parfois, ne sont plus disponibles. Ouais. Et là, en l'occurrence, on peut tout trouver sur son site internet. Ben oui, sur son site, mais il y en a plusieurs qui sont plus, qui sont épuisés. Parce que là, je suis sur. t'es sur son site. Ouais, c'est une capture d'écran de son site. Donc, il y a 10 titres, mais certains sont plus disponibles. Donc, faut aller rechercher un petit peu par voilà, et en quoi, Nestor, je te voyais opiner de la tête quand Fred a annoncé ses ouvrages au titre imprononçable. Qu'est-ce qui en fait que ce sont des ouvrages presque incontournables dans une bibliothèque de magicien, ou qu'il faut avoir lu à défaut de les avoir dans sa bibliothèque ? Incontournable, je sais pas. Après, c'est une histoire de coup de cœur, hein, comme le coup de cœur de Fred. Après, c'est des bouquins excellents, et l'auteur en lui-même, c'est genre un des piliers de la magie. Si on s'intéresse pas à Jim Steinmeyer de près ou de loin à un moment donné, on a forcément loupé quelque chose. Et Jim Steinmeyer, il a produit donc cette collection qui sont arrivés à 10, hein, c'est ça, hein, ouais, 10 au total. Ils sont beaux en plus. Ils sont magnifiques à avoir. Sur une bibliothèque, ça change de format, et les tours sont vraiment, vraiment fantastiques. Moi, j'ai passé des très bons moments à lire ces choses-là, et j'en ai même ressorti des tours très intéressants, et avec des choses qu'on peut varier, dont le Nine Card Problem. Minecart Problem, le peut-être. Nine. Le problème des 9 cartes. Et ben justement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Sébastien, c'est Steinmeyer. Il adore, lui aussi. Moi, je suis un fan absolu de Jim Steinmeyer, et j'ai eu les 10 numéros. Entre les mains. Ouais, entre les mains, je les ai eus, j'en ai été propriétaire et je les ai vendus. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu la philosophie de. Parce qu'il les a scannés, il les a mis en PDF. Ah non, je suis d'accord. Allez, on le lit. Non, en fait, je les ai lus, relus. Je les ai beaucoup travaillés, je les ai traduits. Il y a des choses, en fait, qui sont très compliquées à traduire d'anglais au français, parce qu'ils travaillent beaucoup sur aussi les mots, les lettres. Et il y a des fois des mots en anglais, quand tu les traduis en français, ça n'a pas le même nombre de lettres, donc il faut tout retravailler. Et en fait, il a un autre livre, Steinmeyer, que je n'ai plus en tête, que j'ai dévoré aussi, mais qui est son dernier gros bouquin, où il donne un conseil. Il dit eh bien, parfois il faut savoir se débarrasser de ses travail ouvrages de base pour ne pas en être trop imprégné, et pour savoir s'en détacher. Et j'ai suivi son conseil, et effectivement, j'ai considéré que j'avais vraiment travaillé et puisé tout ce que je pouvais faire sur ces bouquins. J'en ai fait d'autres créations que j'avais d'ailleurs testées avec Fred par téléphone, et puis j'ai fait des vidéos que j'ai pas encore eu le temps de diffuser. Et mais c'est des bouquins fabuleux. Enfin, c'est waouh. Moi, j'ai adoré lire et relire ces bouquins, quoi. Là, on peut carrément dire que c'est un coup de cœur Crazy Druid, en fait. Ouais, oui, carrément. On est tous unanimes, là. Moi, je suis unanime. Mais je lis pas l'anglais, en fait. Mais je vous fais confiance. Hein. Je vous fais confiance, je suis sûr que... Et en règle générale, sur les 10 bouquins, moi, j'ai vraiment, par bouquin, j'ai envie de dire, les 2 à 3 tours que j'ai réussi à extraire, à adapter en français, ou partir d'une idée à lui pour partir sur autre chose. Et donc déjà, quand tu trouves une idée dans un bouquin, c'est top, mais quand tu en as 2-3 sur une dizaine de tours par bouquin, c'est que c'est des très très bons bouquins. Bon, donc on peut de manière unanime donc dire que c'est le coup de cœur des Crazy Druids. Sébastien, toi, tu as un petit coup de cœur à nous partager, ou un coup de gueule peut-être. Oui, alors moi, c'est un coup de cœur. Alors, c'est pas la magie. C'est-à-dire que j'avais été voir il y a 4-5 ans à Valette un spectacle d'une compagnie de cirque, le cirque Haïtal, et je suis retombé par hasard sur ce spectacle sur Canal+. Dans l'abonnement, on peut accéder à des spectacles de théâtre.
Et j'ai à nouveau été rebouleversé, et comme j'ai rarement été bouleversé, et c'est voilà, ça s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Je crois qu'il le tourne encore, ce spectacle, le Cirque Caïtal. C'est un couple. Ça se passe dans un chapiteau. Ils rentrent avec une voiture dans le chapiteau. C'est-à-dire qu'il y a une porte du chapiteau qui s'ouvre, une bâche. Et là, c'est une vieille voiture rouge qui rentre. Ils sont dedans. Ils amènent la voiture au milieu de la piste. Ils sont deux, un couple. Et c'est juste absolument extraordinaire comme spectacle. Sur quelle chaîne tu vois ça sur MyCanal, je suppose, sur la chaîne Olympia? Ouais, MyCanal, tout à fait. Ouais. Alors des fois, c'est pas diffusé pendant longtemps. Et l'autre soir, je rentrais de spectacle et avant de me coucher, je me suis dit tiens, je vais regarder un peu ce qu'il y a en pièces de théâtre, ou j'aime bien regarder de temps en temps. Et je suis tombé là-dessus et au final, je l'ai regardé et j'ai dû me coucher à 2h du mat, quoi. Mais ce spectacle-là, pour le meilleur et pour le pire, foncez, si je crois qu'il tourne encore, c'est fabuleux. Merci beaucoup Sébastien. Nestor, ton coup de cœur à toi? Écoute, petit coup de cœur, petit coup de gueule, j'ai un peu les deux, c'est comme tu veux, on peut commencer par ce que tu préfères. Allez, on va prendre un petit coup de gueule, on a eu que des coups de cœur jusque-là, il faudrait pas montrer qu'on est trop lisse. Qui rejoint un peu ce que tu disais Gilles tout à l'heure, dans un sens, c'est sur l'intérêt de l'histoire de la magie, puisqu'on en parlait un peu de l'histoire de la magie, et je trouve que c'est quelque chose qui se perd, il y a des gens qui sont là, qui peuvent nous transmettre en France très belles choses au niveau de l'histoire de la magie. Et je trouve que ça manque un peu d'intérêt, un peu que les gens se désintéressent de ça. Alors, c'est ça, surtout au niveau des jeunes, je trouve. Il y a des très belles histoires, il y a très belles choses à connaître de l'histoire de la magie, d'exemples de magiciens, de parcours, etc. Et c'est un patrimoine on en a un peu parlé dans le dernier épisode avec Merlin sur l'Egyptian Hall, c'est ça? Oui, avec sa conférence. Tout à fait. Et puis alors, ceux qui sont vraiment intéressés, je leur rappelle quand même qu'il y a une association qui s'occupe de magie et de collection, qui est assez extraordinaire, dont le président c'est François Abost, qui se fait à Paris, mais qui se fait également à chaque fois par Zoom. Donc ceux qui sont intéressés, contactez-les, c'est le MHC. Ils ont un site internet, il n'y a pas de problème, et on apprend à chaque fois quelque chose d'assez fabuleux. Ouais. D'ailleurs, on nous a demandé dans les retours du podcast de mettre nos références. Alors je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite liste des références pour pouvoir les mettre au moins sur la page podcast sur Ocha, pour ceux qui nous suivent sur Ocha, ou dans la petite description du podcast pour ceux qui nous suivent sur les autres plateformes. Et sur le groupe Facebook peut-être. Et le groupe Facebook des Crazy Druids, bien évidemment. Ouais, c'est un groupe privé, mais on trouvera moyen de communiquer l'info. De communiquer l'info, bien sûr. Bien évidemment. Quitte peut-être à créer aussi une page Facebook du podcast, La Voix des Druides, qui sera publique, celle-ci. Mais je sais pas si Nestor, là-dessus. Ouais, Sébastien. Non, mais vas-y. Tu interviens comme si tu étais avec nous. Nestor, tu as été amené à lire le dernier livre de Copperfield là sur l'histoire de la magie. Si, bien sûr. C'est fantastique. Il est fabuleux ce livre. Super accessible, c'est un travail magnifique. Ça vaut. Et vous l'avez 30 €, 25 €. Signé par lui. C'est ça. Alors signé par lui, je crois qu'il le fait plus. Il l'a fait au début. Je l'ai, moi. Beaucoup plus cher. Ah ouais, tu l'as. Donc, je crois que c'était $150 celui-là, peut-être. Et ben non, même pas. Au prix normal, mais en fait, il y avait, je sais pas quel organisme a organisé ça. Et en fait, ils ont organisé une soirée où il était en direct, en live, à répondre à toutes les questions. Et il signait les bouquins en même temps. Et donc il a dû signer le mien au passage. Et je l'ai reçu genre 15 jours après. Wow, formidable, avec un petit certificat tout doré d'authentification. Extraordinaire, je le garde précieusement. C'est un vrai voyage dans son musée, accompagné par lui au travers d'un livre, avec de magnifiques photos. Tu as rencontré des gens qui ont eu cette chance de voir le musée. Il y en a non, personne ne l'a vu le musée, non? Pas toi non plus, non? Non. Dans le musée, non. Ouais, j'ai entendu quelqu'un me dire un jour qu'il était là et qu'il avait eu cette chance de visiter le musée de David Copperfield. Écoute. Antoine, non, qui a fait ça, parce que David Copperfield a fait la préface de son bouquin. Alors je sais pas s'il a eu l'occasion d'aller visiter le musée. On pourrait lui demander. Jean Merlin, dans ses tomes, en parle. Lui, il a été visiter le musée, Jean Merlin. Je crois que c'est dans son tome 2 de ses 3 gros bouquins. Il explique, je crois qu'il en fait 20 ou 30 pages là-dessus. C'est génial. À lire, c'est un délice. Tu m'étonnes. Ouais. Et c'était l'ancienne, d'après la discussion que j'ai vue avec lui, c'est l'ancienne version du musée qu'il avait vue. Il n'a pas vu la toute nouvelle qui a quelques années, mais qui est toute nouvelle, qu'on peut voir d'ailleurs au travers du bouquin. Ouais. Ça, il l'avait pas vu. C'est ça qui est formidable chez les Américains, c'est la démesure en fait. Dès qu'ils peuvent faire quelque chose, ils le font, mais ils le font dans la démesure. Et tu avais un coup de cœur aussi en même temps. Les petits coups de cœur. Écoute, j'ai reçu les petits lapins, non, sur le. Les petits lapins, c'est mon petit coup de cœur du soir. Par contre, mon petit coup de cœur ces derniers temps, là, j'ai reçu un truc qui est sorti de Florian Servet.
une carte qui s'appelle FS Vadi. Celle qu'on a vue sur les Insta là, sur les réseaux, on peut l'avoir sur les Insta, c'est super cool. J'ai reçu le gimmick, c'est vraiment très rigolo à faire. Ouais. J'ai déjà des petites idées avec, même en parler et tout, parce que c'est cool. En fait, j'imagine il y a pensé aussi, mais on peut le transposer à plein de choses, un billet de banque, un prospectus complet, à plein de choses. Et voilà, dans la bonne situation, dans les bonnes conditions. C'est très pratique et très très visuel. Ouais. Et ça marche bien en visuel parce qu'on sait, ça pourrait être le petit coup de gueule, mais on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'effets qui marchent très très bien sur les réseaux, mais quand tu es en face de la personne ou sur scène, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Non, là ça dépend. C'est comme il y a certains tours, il y a des angles, certains tours, il y a des situations. Un tour, finalement, c'est toujours l'histoire. Non, je veux dire, il est exploitable. Il est exploitable dans un tour, dans un numéro, etc. Ah oui, complètement. Il faut l'intégrer. Et en 2 mots, c'est quoi l'effet ? C'est une carte qui disparaît en un éclair de confetti, quoi. Ah, ok. Et on a une carte comme ça, on fait genre, on tire dessus. Je me recule, je suis en train de mimer, mais. Il n'y a pas de caméra encore. Et moi, je suis en train de monter les micros derrière. Vachement radiophonique. On tire dessus, la carte disparaît, se transforme en confetti instantanément, il n'y a plus rien. Et il monte les mains vides. D'accord. Et les mains vides, on a les mains vides au début, on a la carte qu'on tient entre le pouce et l'index, entre 2 doigts, et on souffle dessus, je l'ai vu. ça se transforme en confetti, et ça disparaît. C'est très 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 bien. Alors ça marche comment ? Non, je déconne. On va décrire tout le tour. Il est une trouilloteuse, et puis en fin de compte, discrètement, il fait des trous. Il a un compère en coulisses habillé en noir, qui passe et qui balance des confettis, et lui il met la carte dans sa poche parce qu'évidemment il y a eu une misdirection. Voilà, excuse-nous Florian si on a dévoilé le truc, si on a dévoilé ton truc. Nestor, tu n'en as pas parlé en coup de cœur, mais je sais que tu y es allé. Parle-nous un petit peu de la séance week-end d'écriture avec Jean Merlin. Ah oui, le week-end d'écriture de Jean Merlin. Ils l'ont refait cette année, je l'ai fait l'an dernier. C'était très très bien avec aussi un charmant monsieur qui s'appelle Claude Depiante. Ouais. Qui est dans un lieu et qui a créé un lieu avec sa femme. Le Scarabée Jaune, hein, c'est ça ? C'est la compagnie Scarabée Jaune. Ouais. Il a plusieurs autres choses aussi. Et puis, il a créé la Casa des Merveilles. C'est un petit lieu complètement atypique entre Rennes et Nantes. Mm-hmm. Et il a organisé donc, l'an dernier et ce week-end. Et le week-end dernier, année, il y a quelques semaines, un week-end consacré à l'écriture. Donc, tous les deux travaillent avec quelques élèves qui sont là. Enfin, quelques élèves, de personnes qui viennent apprendre. Quand je dis élèves, alors, comment ça se passe un week-end comme ça ? C'est, d'après ce que j'ai entendu, parce que je ne l'ai pas fait, c'est un week-end assez dense parce que finalement, on vient avec quelque chose et on doit quelque part repartir avec quelque chose de plus construit, de plus écrit. Comment ça se passe ? Oui, voilà, c'est un peu l'idée de l'essai. Avant tout, je pense que c'est un moment donné dans sa quête personnelle ou dans son voyage, dans l'apprentissage, où on a envie d'arriver à un peu de mettre de la narration, d'avoir des bons éléments, des choses qui nous interpellent et auxquelles on va pouvoir réfléchir beaucoup plus tard, parce qu'en réalité, le stage, ça dure 2 jours, mais on y repense pendant 2 mois. C'est ça. Donc, bien sûr, c'est mieux de venir avec un support sur lequel on veut essayer de faire avancer son texte et sa présentation. Et puis, il faut le voir comme un essai et quelque chose qui va durer dans le temps, une réflexion qui va continuer à avancer. Il y a un excellent livre qui est fourni par Claude Depiante, d'ailleurs, sur la narration lors de stage, qui va sortir prochainement. Je crois qu'il est sur l'écriture pour le sortir super. Pour tout le monde. J'ai commencé à lire, c'est très, très intéressant. Sébastien, l'écriture, c'est toi qui nous en avais parlé, je crois, la dernière fois. Hein, de l'écriture des spectacles. Ouais. Oui, moi c'est quelque chose que je trouve ça passionnant et c'est certain que le week-end avec Merlin, ça devait être juste génial. C'était mon grand regret, j'étais pas dispo. Mais oui, l'écriture c'est compliqué et en même temps c'est passionnant et en même temps c'est indispensable et tout part de l'écriture en gros. Chaque artiste a sa façon de travailler. Hein. Mais moi je sais que j'ai besoin d'écrire avant de commencer à travailler les tours de magie, et si le texte, si la trame me plaît, alors je vais approfondir, mais si je sens que ça capote, qu'au final non, il y a quelque chose qui est pas logique, qui colle pas, je vais retravailler l'écriture avant de me plonger dans la magie, quoi. Fred, Gilles, vous écrivez comment, vous ? De la main gauche avec un crayon. Quelqu'un peut sonner pour moi sur le gong, là ? Non, je le fais tout seul. Ouais, d'accord. Alors moi avec mon ordinateur, mais j'écris tout. J'écris tout systématiquement sur mon ordinateur. Et le texte arrive avant la magie ou la magie arrive avant le texte ? Généralement, le texte arrive après la magie. C'est-à-dire, je sais ce que je veux faire et j'écris après. Par contre, ma musique arrive avant.
D'accord, donc en fait, toi, tu Je suis pars un peu de la comme musique. le louche, je pars souvent de ma musique et j'adapte mon tour à la musique. Ouais. Et je fais pas le contraire. Sébastien, toi c'est l'écriture d'abord et la magie après va prendre sa place petit à petit dans, Moi, c'est alors dans en fait, c'est l'histoire. l'écriture. Parce que si je prends les tours de magie qu'on peut acheter dans le commerce, et bien je trouve qu'après on se retrouve un peu prisonnier de ces tours dans l'écriture du spectacle. Mmh. C'est-à-dire que l'écriture va devoir tourner autour de ces tours. Après, je préfère écrire. Et après, je vois dans ce qui est existant, ce que je peux coller à cette écriture en tour existant. Et puis après, en tour à créer aussi, quoi. C'est dire, voilà, maintenant dans mon texte, j'ai écrit ça. Est-ce que je peux créer un tour de magie qui va coller à ce texte et qui va avoir un effet magique quand même, quoi, pour les gens et qui va avoir un sens. Donc, mon tout premier spectacle, je l'avais écrit en partant de tours de magie que j'avais, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu prisonnier par ces tours, quoi. Allez, on va passer à la deuxième séquence. La première séquence a été bien longue. On a quasiment 20 minutes de coups de cœur et de coups de gueule. On pourrait presque faire en fait un podcast de coups de cœur et de coups de gueule. Mais là, on a demandé à notre druide sage, cultivé, culturé, Gilles Rolini, de nous faire un petit quiz. Alors des questions, on va s'amuser autour de la table. Sébastien, bien évidemment, tu interviens aussi quand tu veux. Ton petit quiz, c'est à toi, Gilles. On te laisse la parole. Alors écoutez, on va commencer par quelque chose de très simple. Admettons, vous savez que beaucoup de magiciens ont des noms de scène. Hein, yes. Et des fois, ils en changent même pendant leur carrière. Alors, un très très simple, parce que là, je suis certain que vous allez répondre immédiatement. Max Maven avait un autre nom de scène. Est-ce que vous pouvez me dire lequel ? Goldstein. Phil Goldstein. Voilà, ça c'était très simple, c'était pour Alors vous. quel était son vrai nom ? Il s'appelait Phil Goldstein et il a pris Max Maven ou il s'appelait Max Maven ? Je ne sais pas du tout. Ni l'un ni l'autre, Phil je ne sais Goldstein. plus exactement. Ça m'étonnerait pas qu'il s'appelait Goldstein. Eugène Burger, il s'appelait. Il s'appelait Phil Maven en fait. Phil Goldstein, c'était plus souvent pour les effets cartomagiques en fait. Ouais. Il a commencé aussi pas mal Oui. à publier Oui, là-dessus. ouais. Et Max Maven, c'est Il plus est, pour le quand mentalisme. il s'est mis à faire du mentalisme. c'est souvent Ouais, ça, ouais. tout à fait. Il scindait les deux. Alors, dans les noms de scène, il y avait également d'autres. Il était d'origine italienne, d'ailleurs. Tout le monde le connaît. Il s'appelait Catino Marucci. Catino Marucci. Catino Marucci. Son nom de scène, vous le connaissez, obligatoirement. Aldo Colombini. Non, pas il lui. est mort il y a bien plus longtemps. Il est Alors, mort en Sébastien 91. Il était né en 1901. Il est mort en 1991. Il était d'origine italienne, comme son nom l'indique, mais il était américain. Slidini. Voilà, Slidini. c'était Slidini. Ah ouais, d'accord. Il s'appelait comment alors ? Marucci. Marucci. Ah ouais. Hein. Et puis, alors, il y en a un autre. Est-ce que vous connaissez le vrai nom de Jean Merlin ? Ah non. Justement, la question que je me suis posée justement, c'était est-ce que Jean Merlin c'est bien son nom ? Eh ben oui, c'est son vrai nom. C'est ça. Ah bah, c'est ça. Il nous fait des petits Et pièges. il pouvait pas trouver mieux. Ah non, il T'es pouvait pas trouver. prédestiné, C'est ouais. génial, ça. Ouais, non, c'était son. Sébastien, tu pensais que c'était un pseudo ? Ah bah écoute, je oui, croyais aussi, mais c'est encore plus magique, quoi. Et alors, pour la petite histoire, ben là, c'est vraiment pour la petite histoire, le hasard fait qu'il est né dans un... Enfin, lui, il n'y est pas né, mais sa famille est d'origine d'une ville qui s'appelle Dain-sur-Oron. Et ma famille est également origine de Dain-sur-Oron. Et je me suis amusé à rechercher l'arbre généalogique de ma famille et je suis tombé sur tout un tas de Merlin. Donc, il est vraiment enraciné à Dain-sur-Oron. La famille Merlin est de là-bas. Moi, je croyais que c'était dans la forêt de Paimpol qu'on retrouvait Merlin, moi. Oui, Brocéliande n'est pas loin. Ah bon, d'accord, je me disais, je me disais aussi. Un autre peut-être ? Ah bah oui, tiens, est-ce que vous savez pourquoi le jeu Svengali s'appelle le jeu radio ? C'est pas parce qu'on fait des podcasts, non ? Non, c'est Rien pas à parce voir. qu'on fait des podcasts. Allez. Sébastien, t'as une idée ? Le jeu radio, c'est une carte sur deux. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ça ? Je sais pas. Il y a un petit peu un lien sur ça. Ça date de 1946, le jeu de Svengali. Et en fin de compte, c'était parce qu'à l'époque, à la radio, il y avait les petites et les grandes ondes. Et donc, ils ont fait l'analogie avec le jeu radio. Ils ont fait l'analogie avec le jeu radio. La et donc, petite carte et la grande carte, et les petites ondes et les grandes ondes. Ça, c'est capillotracté, ça, quand même. Bah oui. Et vous savez qui est l'inventeur du comptage Roomba ? Non. Rumba. Bah, En c'est Valérie, 92. Jean-Pierre Vallarino. Ouais, c'est Valerido, bien sûr. Attends, mais je suis nul. C'est une vraie catastrophe. Encore une question, Je Gilles. peux vous en trouver un autre. J'en suis sûr. Tiens, lors d'un concours FISM Ouais. que connaît bien Nestor, c'était où toi, Nestor ? Alors moi, c'était à Busan en Corée.
En Corée. Toi, c'est en Corée. On oublie Blackpool Je ou pas crois que là Blackpool aussi, il y avait Blackpool aussi, c'est vrai, exact. Donc, lors d'un concours FISM, alors j'ai pas l'année en tête, mais il y a quand même un candidat. Et quand il est monté sur scène, il y a quand même Lance Burton, il y a Dave Vernon, il y a Richard Ross qui sont montés sur scène, qui ont jeté des roses, des pétales de roses aux pieds et qui se sont mis à genoux en faisant des génuflexions. Est-ce que vous savez qui c'est ? Otto. C'était Otto Vesely qui avait réussi à les soudoyer. On n'est pas surpris. Il s'était débrouillé pour qu'il monte sur scène, lui faire une ovation quand il était monté pour son concours. Et je crois qu'il avait gagné d'ailleurs. Je ne sais pas quel prix il avait eu, mais je crois qu'il avait gagné. Mais c'est du Otto, ça. Ah, carrément. Merci beaucoup, Gilles, pour ce petit quiz. Mais je t'en prie, je te retrouverai d'autres la prochaine fois. On se retrouve Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. On va continuer. Alors, on va continuer avec l'appel à un ami. C'est quelque chose qu'on a envie de faire de temps en temps quand on a envie de discuter avec un magicien. On va appeler tout de suite Armand Porcel parce que Fred, c'est toi qui nous as proposé d'appeler Armand. On va l'appeler d'ici quelques instants. Pourquoi Armand ? Parce que Armand, même si je ne l'ai jamais rencontré, c'est un bon copain parce que c'est par lui que j'ai découvert les cartes SP et que, comme diraient les Québécois, je suis tombé en amour de ces cartes un peu étranges grâce à son bouquin. Bouquin qui devrait être réédité, mais si j'ai bien compris, ça traîne un petit peu. Donc ça finira par venir. Et j'avais envie de lui rendre hommage de cette manière-là, et aussi parce que c'était l'occasion de le féliciter pour avoir été mis à l'honneur par la revue de la FFAP dans le dernier numéro où il fait la couverture. Et voilà, donc écoute, ce que je te propose, Fred, c'est que là, on va composer le numéro et puis on va l'appeler. Super. T'as son numéro, Armand ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. On le garde, ça, hein, vous coupez pas. Alors, on n'a pas le numéro d'Armand Porcel. Mais là, c'était pas un SMS de lui que je viens de lire. C'était pas un SMS, c'était un mail. D'accord. Répondre à tous. Alors là, donc c'est un copain. C'est un copain, mais il n'a pas son numéro de téléphone. Un bon copain. Et un bon copain, mais il l'a jamais rencontré. Et il n'a pas le numéro de téléphone, il a juste le mail. On a de la chance. On s'écrit. Relation épistolaire, si uniquement. tu nous entends. Alors, je suis en train de taper. Peux-tu te connecter au lien envoyé ? Du coup, il fait appel à ChatGPT pour trouver Armand Porcel. Mordu. Ouais, hop là. Donc du coup, pour meubler un peu, je reviens un tout petit peu en arrière. Meuble, oui, il faut meubler. Oui. Parce que tu me demandais comment on écrivait, et puis j'ai déconné en disant de la main gauche avec un crayon. Et en fait, c'était pas tout à fait seulement pour déconner. Quand je précisais avec un crayon, c'était justement pour dire que pour moi, ça commence par des notes. En fait, que je prends dans des endroits souvent improbables, parce que j'ai toujours un carnet, un crayon avec moi. Et comme j'en parlais à la précédente émission du podcast, pour moi, ça commence comme ça. Donc, ça peut être au sortir de la douche, dans le tramway ou n'importe où. Donc, pour moi, c'est toujours effectivement par l'écrit, mais par des notes souvent difficiles à relire. Mais c'est comme ça, parce que c'est pris dans l'instant et pas toujours dans les bonnes conditions. Donc, voilà, c'est moi aussi par l'écrit. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour dire que c'était pas seulement pour déconner tout à l'heure, en fait. Mais toujours la main gauche, ça c'est vrai par contre. Toujours la main gauche, ouais. Ça on n'y peut rien. Alors on a envoyé, puisque donc nous n'avons pas, puisque Fred a un bon ami dont il n'a pas le numéro de téléphone, donc on n'a que le mail. Et on va voir s'il va se joindre à nous et se connecter. Alors, en attendant, on peut dire également qu'il a eu la gentillesse de mettre sur Facebook un PDF sur la donne australienne. J'ai trouvé que c'était vachement sympa de sa part. Effectivement. Très intéressant. Je l'ai regardé, très intéressant. Je connaissais la donne australienne, mais bon, je n'avais pas travaillé particulièrement à fond. Et en la lisant, on trouve des idées vachement intéressantes. Carrément, c'est une étude assez approfondie du principe. Oui, il fait une vingtaine de pages. Enfin, ça, c'est accessible sur sa page internet, sur son site ? C'est quoi moi, je l'ai vu sur Facebook où il l'avait mis. Je pense qu'il ne l'a pas mis sur un réseau magique. Agora. L'Agora ou un autre. Enfin, je ne sais pas sur lequel il l'a mis, mais enfin, je l'ai vu. Donc, je l'ai imprimé pour voir. Et il est vraiment très, très bien fourni. Il y a des routines et il y a le principe. Enfin, il y a des idées très intéressantes. Très chouette.
Alors, on essaye d'avoir notre ami Armand Porcel qui a dû recevoir un mail, mais s'il ne regarde pas ses mails, il se connectera peut-être dans le prochain podcast, dans le numéro 3. En fait. C'est le suspense. Il va falloir qu'on retravaille le système. Là. Ouais, il va falloir qu'on anticipe peut-être un peu plus. C'est bien le coup de téléphone à un ami, mais encore faut-il avoir le numéro de téléphone. C'est mieux. ça marche beaucoup mieux. Alors, dans les retours d'ailleurs qu'on a eu sur le podcast, j'ai eu quelques retours en disant oui, j'ai pas compris le débat sur la magie nouvelle. Je vais pas relancer le débat. Ah oui, relancé par Gilles, oui. On peut le relancer. Tu veux relancer le débat sur la magie nouvelle parce que alors pour ne pas le citer, Anatole me disait que lui le plus beau spectacle de magie qu'il ait vu, c'était un spectacle de magie nouvelle. Donc je lui ai répondu. Alors vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais je lui ai répondu que c'était pas sur le fait que ces spectacles ne soient pas beaux, etc. C'était sur l'appellation magie nouvelle. Pourquoi rajouter finalement le nouvelle derrière? C'était ça. Moi, c'était tout à fait ça. Admettons, il y a Yann Frisch qui a un numéro qui avait un truc extraordinaire, un superbe spectacle qui était vendu comme magie nouvelle. Et pour moi, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus. Mais je ne voyais pas ce que ça avait de nouveau en tant que tel. Enfin, comme tout comme tout spectacle, il était nouveau, mais il n'avait pas. J'arrive pas à comprendre le terme de magie nouvelle par rapport à la magie ancienne. Par rapport aux autres. Enfin, quelle est la différence? C'est un bon spectacle ou pas un bon spectacle? Allez, Nestor, je sens que tu as quelque chose à dire. Il a voulu relancer. Tu fais de la magie nouvelle, toi? Non, je suis pas. Mais par contre, je m'intéresse à toutes les formes de magie. Non, mais moi, c'est pas une critique en tant que telle, c'est la définition que j'arrive pas à comprendre. Bon, je pense que c'est un terme, mais c'est vrai qu'après, on peut toujours rediscuter du titre. Je pense que c'est juste un prétexte. Il y a plein d'époques dans la magie, tout s'est appelé un peu nouvelle magie dévoilée, nouvelle ceci, magie nouvelle. Et puis il faut bien faire un peu de marketing aussi. Ce qui est bien de voir surtout aussi, c'est que c'est des gens, Raphaël Navarro, qui ont fait rentrer la magie dans un milieu où c'était très difficile de percer dans les centres culturels, avec une vraie approche artistique qui pour le coup est nouvelle, et vraiment je vois, très très nouvelle. Moi j'ai pas vu de magie comme ça, de ce style-là et tout avant, bien qu'il y ait des principes qui sont très anciens, mais ils sont réexploités, réutilisés, remis au goût du jour, modernisés, avec une vraie touche artistique. Les spectacles qu'on voit de gens qui ont pu faire les stages ou avoir des regards extérieurs par l'association justement Magie Nouvelle. Magie Nouvelle avec Raphaël Navarro, qu'on est un petit peu 14, c'est le prêtre de la magie nouvelle. C'est le grand Manitou, le grand druide de la magie nouvelle. Mais qui fait des choses extraordinaires. Encore une fois, moi, j'ai aucune critique de ce qu'il fait. Mais c'est l'appellation nouvelle. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? On en a parlé la dernière fois, mais qu'est-ce que tu en penses? En fait, oui, le terme magie nouvelle, je pense que c'est une façon de se vendre, mais j'ai envie de dire, il faut appeler ça la magie de Raphaël Navarro et la magie de l'artiste en question, quoi. Enfin, quand je vais voir un concert, quand je vais voir un chanteur, je vais voir ce chanteur, je vais pas voir la variété, ou je vais pas voir le rock. Je vais voir tel chanteur. Donc, non, puis moi je pense que c'est quelque chose d'assez marketing. Il y a, comme le dit Nestor, la magie nouvelle, elle a permis à la magie d'entrer. Alors tu parlais des centres culturels, mais au-delà, j'ai envie de dire aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle les scènes nationales programmées de la magie. Le succès de Thierry Collet en ce moment au théâtre des Champs-Élysées, pas des Champs-Élysées, au théâtre du Rond-Point, montre bien que la magie rentre dans des lieux où elle était considérée comme un show d'amusement, un show populaire. Alors je dis pas que la magie qui est proposée n'est pas populaire, mais en tout cas, elle permet d'aller à la rencontre de publics qui ne seraient pas naturellement allés voir de la magie. Et puis je pense qu'il y a un aspect un peu marketing. C'est plus facile de vendre magie nouvelle au ministère de la Culture que de vendre magie ancienne. Est-ce que c'est une appellation contrôlée là où tu peux dire toi aussi tu fais de la magie nouvelle ou c'est protégé? C'est une vraie question. Hein. Non mais vraiment. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que je pense que la magie nouvelle, elle a été un vecteur pour en effet aller chercher, soyons crus, de la subvention. Quoi. Est-ce que c'est une marque? Est-ce que demain je peux me vendre magie nouvelle? Je pose la question parce que parfois il y a cette intention. Je sais pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut passer un peu par l'univers magie nouvelle, être un peu au sein de la formation, suivre la formation. Ouais, je pense. Ouais. Être un peu dans parce que magie nouvelle, au-delà du titre, c'est aussi un mouvement de pensée. C'est un mouvement de pensée, je pense que c'est un peu une comme les réflexion sur la impressionnistes. magie, une vraie étude et une autre proposition, et qui est géniale, qui arrive même dans des endroits où il n'y a pas la présence du magicien telle que l'image qu'on puisse avoir du magicien. On peut se retrouver avec un duo d'acrobates
qui, avec des principes de magie cachés, vont aller au-delà des limites de ce qui est physiquement possible pour le corps humain. Il y a des moments bien particuliers où on est sur le fil et on se fait surprendre. On se dit attends, là, ce que j'ai vu, là, ils n'ont pas fait ça, c'est pas possible. Là. Ils ont lâché la main. Et on glisse dans l'illusion, dans la frontière où on ne sait plus trop. Et finalement, la magie, c'est ça, c'est leur voie de pensée par rapport à ça. Et c'est très, très intéressant. Finalement, est-ce que l'important, c'est pas que la magie, la belle magie, soit au rendez-vous à l'arrivée, peu importe le titre? Moi, je pense que c'est à partir du moment où on fait rêver les gens et où les gens se questionnent sur la faisabilité des choses, on est dans une forme de magie. En effet, moi, je rejoins tout à fait Nestor sur cette démarche. Le problème, c'est que c'est des appellations qui sont vite périmées, quoi. Tout ce qui est moderne, regarde Maya de magie moderne, ils s'appellent comme ça depuis combien de temps, tu vois, bon. Non, mais je veux dire, c'est toujours le risque avec ces appellations-là. Dès lors que tu dises moderne, avant c'était l'an 2000, ça représentait. Puis maintenant, l'an 2000, c'est derrière nous, quoi. Donc, je veux dire, c'est toujours un peu risqué. Moi, le seul intérêt que j'y vois vraiment, en fait, c'est la manière de communiquer vis-à-vis du public pour dire attention, la magie, c'est plus que peut-être vous avez en tête. Parce qu'en France, on a quand même un gros retard. Alors, moi, j'ai quand même vu arriver une magie nouvelle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'ai vu arriver une magie nouvelle quand il y a eu, grosso modo, l'ouverture des pays de l'Est. Moi, j'ai pris une claque quand j'ai vu pour la première fois Deceporenko, qui avait un numéro extraordinaire qu'on n'avait jamais vu en France, enfin en Europe en tout cas. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une innovation, quelque chose différent. Voronine, pareil. C'était des gens qui n'avaient pas le droit de venir à l'Ouest. Et quand d'un seul coup, on les a vus arriver, on a vu vraiment une magie totalement différente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'ai vraiment vu une magie nouvelle. Mais c'était il y a 20 ans maintenant. Ah oui, c'était en quelle année? Bah oui, l'ouverture de Mayette. C'est pour ça que c'est pas une appellation durable, quoi. Genre celle qu'on considère aujourd'hui comme nouvelle. Dans 20 ans, on dira c'était il y a 20 ans, quoi. Sébastien, on t'entend pas, on te laisse la parole parce que comme si, moi je vous écoute, c'est intéressant. Moi je vous propose que les Druids, on lance l'école La Future Magie Ancienne. Un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité. Le mois dernier, voilà, j'avais proposé d'appeler ça la magie juvénile. Oula, au passage, je t'ai envoyé par Messenger, Patrick, un numéro que j'ai retrouvé d'Armand. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne encore. Armand, on va réussir à l'avoir, je suis sûr. On va peut-être, on va essayer, on va voir. Président de Fresnes. Oh là là, est-ce que ça va répondre? Alors, on va tous tester, on va voir. Hop. J'ai ça dans mon téléphone depuis un bout de temps. Alors, s'il n'a pas déménagé, s'il n'a pas, voilà. On va voir. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Suspense. Ouais. Bon, personne n'a une connerie à raconter pour meubler un peu là. Eh bien, et d'ailleurs en parlant tout à l'heure de magie nouvelle, je sais pas si vous en avez parlé, je sais plus la dernière fois, il y a le bruit des loups que j'ai vu, ça c'est un vrai coup de cœur sur un. C'est quoi? Le bruit des loups, c'est un spectacle d'Étienne Saglio avec regard extérieur pareil de magie nouvelle et puis il sort de cette école-là. Vous avez jamais vu ça? Non, ça me dit vous avez rien. entendu parler? Non, même pas. Non, si, moi j'en ai entendu parler. Non, moi ça me dit rien. Pas vu. C'est un spectacle fantastique à aller voir. Regardez sur internet le bruit des loups, Étienne Saglio. Il y a d'ailleurs un magnifique reportage, je crois, sur sa page, sur son site internet, en suivant ça de 50 minutes sur la création du spectacle. J'ai été voir le spectacle, c'est juste incroyable. C'est en tournée ou c'est un... Ça tourne, ouais, dans les centres culturels. Il faut regarder sur sa page les dates. Bon, on note. Et c'est vraiment très très bien. On est perdu dans la forêt. On est dans la forêt. Il nous amène dans la forêt avec des effets complètement inattendus, une ambiance... forêt, quoi, vraiment. Et on a la forêt qui arrive aussi, finalement, au début, petit à petit. Enfin, j'en dis pas plus, mais très très bon. Et puis le spectacle de Yann Frisch, personne. Pas vu encore. Ah, le dernier. Tu l'as déjà vu, toi? Je l'ai pas vu encore. J'ai vu le précédent, mais pas le dernier. Très, très non, pas encore vu là. Ça se joue à Paris au théâtre Montfort, du côté du parc de la Villette. En ce moment, je crois que c'est encore quelques dates. Et puis pareil, pour Thierry Collet, suivant le jour où vous nous écouterez, il y a encore une petite semaine au théâtre du Rond-Point. Yann, il est avec son théâtre ambulant ou il est absolument. sur une salle avec son ambulant? Absolument. Ouais, c'est génial ça. Ouais. Ça te fait rêver, Sébastien, un petit théâtre comme ça. C'est fabuleux, son idée. Enfin, je veux dire, il a cru en son idée, il l'a emmené jusqu'au bout et c'est fabuleux, quoi. Enfin, il avait fait, je crois, un crowdfunding. Enfin, il avait ouvert une sorte tout à fait. de tirelire et tout. Mais il a été jusqu'au bout, quoi. Et c'est génial. Enfin, c'est fabuleux ce qu'il a fait, quoi. Encore, on lui espère surtout que ce sera rentable parce que il faut le financer. Je ne sais pas s'il l'a totalement financé. Bon, ça c'est pas nos affaires en tout cas. Bon, on n'arrive toujours pas à voir notre ami Armand Porcel, donc je propose. Ça avait pas un plan justement. Un plan.
Pour faire un tour Ah oui, en tiens, direct. toi qui as ou lu un tout truc Stan Meyer, est-ce que tu aurais de quoi nous faire un petit tour de magie, à distance comme ça, Seb? Ah, oui, mais vous avez pas de jeu de cartes avec Oh bah vous? si, moi chez des magiciens, il y a toujours des jeux de cartes. Allez, on fait une petite micro-pause, on va aller en chercher. Il y en a qui traînent. Attendez, voilà, déjà les magiciens, faites vos poches. Avez-vous un jeu de cartes autour de vous? Allez, il y en a un. Il en faut combien? Un par personne? En fait, un jeu pourrait faire l'affaire pour tout le monde. Il suffit de prendre chacun 4 cartes de la même famille, les 4-4, les 4-3, les 4 dames, et chacun prend soit les 4-3, soit les 4 dames, enfin voilà, les 4 cartes de la même famille. Alors, on va le dire aussi à nos auditeurs, parce qu'évidemment, ils peuvent le faire avec nous. Si vous pouvez aller chercher un jeu de cartes, et à défaut, si on n'a pas de jeu de cartes, on peut faire 4 papiers qu'on déchire sur un coin de table ou pas? Ça marche pareil? C'est possible aussi, mais c'est plus sympa avec des cartes. Bon, alors, prenez le temps d'aller chercher des cartes. Nestor m'en donne. bon. J'ai 4 rois entre les Ça y mains. est, moi j'ai les dames. Fred a 4 dames. Nestor c'est continue à aller chercher. Allez, vas-y, on y va. Eh bien, vous allez, si Non, je vous, vais vous donner allez les mettre miennes. vos cartes les unes à côté des autres. Bon, Vous avez attends, 4 ça se cartes, dit- vous ça avez se- donc, attends, ça se dispute un petit peu parce que tout le monde n'a pas ses pardon. cartes. Ça va venir. Voilà, Il y a Gilles qui râle. il y a Gilles qui râle. Mais toujours, moi. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on a nos. Parce que On a... moi, j'ai alors- même pas de jeu de cartes dans les mains, donc je vous fais tout ça de tête. J'ai pas de jeu de cartes dans les mains. Ah, super. Je suis juste rentré vite fait. Donc vous avez 4 cartes. Eh bien écoutez, pour pas faire de jaloux, vous avez des cartes rouges et cartes noires. Peut-être que les noirs ont des affinités, entre elles et les rouges également. Donc pour pas faire de jaloux, on va alterner les couleurs rouge, noir, noir, rouge, noir, rouge. Vous alternez vos couleurs comme vous voulez dans les 4 cartes que vous avez. Ok, c'est fait. Ok, c'est fait. Alors, on va faire tous le même exemple parce que ça va être plus facile à suivre pour la suite. Parce que visuel à Vous la allez radio, ça marche ramener, par exemple, votre pique dessus, pas. Ouais. tout en conservant l'alternance rouge-noir. Vous ramenez votre carte de pique dessus. Et ce que vous allez faire dans quelques instants, eh bien, on va le faire en exemple tous ensemble maintenant avec votre carte de pique. D'accord. Vous allez passer une carte du dessus sur le dessous en épelant à chaque fois une carte par lettre par rapport à la famille. Exemple, là, c'est un pique. Donc, vous allez passer une carte dessous pour faire le P. Mhm. Allez-y. I, Après, une autre carte dessous pour faire le I. Q, Une autre carte dessous pour faire le Q. U. E. E. OK? Donc, ça, c'est ce que vous allez faire dans quelques instants. Donc, vous avez bien compris? Et bah, on a les ouais. cartes face en l'air ou face en bas au départ? ouais. Face en l'air, c'est ça. excuse-moi, face Ah en oui, l'air. D'accord. Alors, On ok. était un peu tous divisés là. Donc, les cartes face en l'air avec le pic sur le dessus, c'est ça? Voilà, Alterné, allez-y. rouge, Bah, noir, faites rouge, noir. votre exemple de pique, P-I-Q-U-E, pour vous entraîner. Alors, Ok, c'est bon. C'est vrai que n'ayant pas de carte dans les mains, c'est plus dur, mais OK. Alors maintenant, écoutez, vous avez face à vous, vous avez entaillé les cartes, vous avez une alternance de couleurs. Je ne connais pas vos cartes, comment elles sont alternées. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez intervertir vos 2 noirs entre elles. ok. Et si vous le souhaitez, vous pouvez intervertir vos 2 rouges entre elles. Ouais, comme je suis taquin, je le fais. Voilà. OK? Moi, je dis pas. Donc J'ai chacun vu, a sa il dit propre qu'il a fait combinaison. Ouais. OK? Eh bien maintenant, vous avez chacun une carte sur le dessus, sur la face, qui est soit pique, soit cœur, soit trèfle, soit carreau. D'accord? Eh bien, en fonction de la carte que vous avez, vous allez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir passer une carte du dessus sur le dessous avec une lettre à chaque fois. Si c'est le cœur, c'est O-E-U-R. Allez-y. Et une fois que c'est fait, vous me dites tout, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Maintenant, quelle que soit la carte qui se retrouve sur la face du paquet, vous l'éliminez. On la retire. OK? Ouais. Vous la On la retirez, pose. vous la sortez, vous la posez. OK? Vous avez une nouvelle carte de face maintenant. Eh bien, vous refaites la même chose. Une carte par lettre. Ouais. C'est bon. Quelle que soit la nouvelle carte qui apparaît sur la face, vous l'éliminez. Ouais. OK? Il doit vous rester normalement 2 cartes. Et vous avez une nouvelle carte de face. Eh bien, vous faites la même chose. Une carte par lettre. Ouais. OK? Quelle que soit la nouvelle carte que vous avez sur la face, vous l'éliminez. Ouais. Il vous reste chacun une carte. Et. Et si la magie s'est passée, vous avez tous le cœur. Waouh. Ouais. Ouais. C'est ça. Oui. Bravo. Alors ça, c'est une adaptation que j'ai faite de Stan Meyer. Je suis parti, c'était complètement différent dans le bouquin et je suis reparti et j'ai fait ça. Mais là, à distance, sans carte dans les mains, c'est un peu dur, mais ça a fonctionné. Mais ça fonctionne. Alors, j'espère que les auditeurs, eux aussi, ça a fonctionné entre leurs mains, ce petit tour. Un petit tour de Stan Meyer parmi des nombreux que tu as étudiés, hein, c'est ça, Seb? Oui, voilà, c'est ça. Alors en fait, c'était un tour, ça fonctionnait pas comme ça dans le tour de Stan Meyer. Et puis après, pour l'adaptation française, c'est Spades, Hearts, Chase et tout ça, donc ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai combiné pour trouver comment y arriver.
Et je suis arrivé à cette solution qui a fonctionné avec vous, donc tant mieux. J'espère que ça fonctionne avec ceux qui testent chez eux. Bah écoute, merci beaucoup, parce que c'était un de nos souhaits, Fred, c'est que ce podcast il soit un peu magique aussi, que ce soit pas juste de la conversation de quelques gentils garçons qui aiment manipuler des cartes. Allez, on va continuer un petit peu dans la magie. Gilles nous a fait un quiz autour des noms d'artistes, quels étaient leurs vrais noms. Toi, tu es venu avec, grâce à notre ami Morax, qui est un des grands collectionneurs et historiens de la magie. Tu es venu avec une photo. Alors, évidemment, le grand débat que vous n'avez pas entendu, ça a été de savoir si ce serait audiophonique, radiophonique, podcastophonique de parler d'une photo pour la découvrir. Mais on s'est dit qu'on allait peut-être réussir à la faire. Alors, donc, nous, on va voir la photo, bien évidemment. Ouais. Tu vas la montrer à tout le monde, que nous, on puisse la voir. Il n'y a que Sébastien qui ne peut pas la voir, donc on va essayer de le faire, puisque Sébastien est à distance. On va essayer donc de faire découvrir déjà un magicien. Donc on est sur une photo en noir et blanc. Avec un magicien traditionnel de cette époque-là, smoking, nœud pape, chemise blanche, une jolie petite mise en pli, il y a des petits cheveux ondulés sur le sommet de son crâne, il est de profil, il y a une femme, on peut dater la photo années 50 je pense, au vu de la robe et du petit nœud qu'il y a sur le devant du corsage, et puis elle a une boîte en carton et on lui enfonce des épées dans la tête. Rien de bien original dans cette photo. Alors voilà, je pense que le magicien doit avoir une petite trentaine d'années, une grosse trentaine d'années à peu près. Et c'est tout ce que je peux dire parce que moi, je ne vois absolument pas de qui il s'agit. On le mettra peut-être sur notre page Facebook, justement. Alors l'idée de Paul, justement, parce que je l'ai sollicité au travers du groupe Facebook Les Collectionneurs de Magie, puisqu'il postait beaucoup de photos, de gimmicks un peu anciens, et, en essayant de faire deviner aux gens ce que c'était. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Je me dis, mais pourquoi pas dans le podcast, même si les gens ne le voient pas, on va le décrire. Et avec le talent de Patrick, c'est comme s'il voyait la photo finalement. Je sais pas s'il la voit, parce qu'il faudrait décrire les traits de ce magicien. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez une petite idée de qui cela pourrait être ? Justement, c'est ce que Paul vous demande en fait. Est-ce qu'il est français ? C'est un magicien français ? Je sais pas, j'ai aucune info en fait. On part de zéro. Alors par contre, on ne sait même pas qui est sur la photo. Et justement, c'est ça. L'objectif, c'est de deviner qui c'est en fait. D'accord. J'ai demandé à Paul, qu'est-ce que tu veux nous faire deviner ? Il m'a dit, qui est le magicien qu'on voit sur la photo ? Donc là, il doit être dans ses jeunes années. Peut-être qu'il est toujours en vie, peut-être pas. Je sais pas. Est-ce qu'il est français ou pas ? Je sais pas. En tout cas, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit. Avec ce qui s'est passé. On a une explosion de micro. Non, il a mis son gros lapin maintenant sur le fil de son casque. C'est du grand n'importe quoi. Il a quand même un peu la quarantaine, non ? J'ai dit la grosse trentaine. Ouais, ah oui, une grosse trentaine. Une grosse trentaine. Alors là, je suis pas trop d'accord avec Patrick, par contre, qui a dit tout à l'heure que c'est rien de bien original dans la photo. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que je la vois de biais, moi. Si on regarde bien quand même le matos qui est utilisé, justement, c'est pas des paillettes, c'est pas du glimmer. Moi, j'adore ce style-là. C'est du carton. Mais non, c'est plutôt genre cajot d'huître. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je vois pas très bien. Mais c'est de la petite cagette. Donc, c'est pas du tout ce qu'on est habitué à voir. Là, en plus, ça donne l'impression qu'on est dans un environnement un peu musical, si tu veux. Et là, on a quelque chose de très brut, avec des couteaux qui ont l'air un peu récupérés dans la cuisine, voire à la cave, avec des grosses lames rouillées. Enfin, c'est finalement assez flippant. C'est-à-dire que tu te demandes si le mec il joue bien son rôle, tu te demandes s'il maîtrise son truc, ou si Janine elle va finir avec la tête en morceaux. Tu vois. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Ce serait pas notre ami Otto Vesely dans ses jeunes années ? Non. Mais il est habillé comment, le magicien ? Que de pie, costume noir, très classique, chemise Otto, blanche. dans ses jeunes années, avait les cheveux longs. Moi, je l'ai connu à ce moment-là. Il était même très beau. Je dirais qu'il y a un petit côté Marc-Antoine de profil, mais ça n'a pas l'air d'être du tout la période. Il y a eu Salvano qui faisait ça à l'époque. Et tu vois, c'est une approche qui contraste quand même, parce que là, on voit bien qu'au niveau du matos, il y a une réflexion qui n'est pas de faire joli et brillant, mais au contraire de faire inquiétant, comme si c'était bricolé dans un garage. Je m'étais demandé si c'était pas Mireldo à un moment donné, mais non, c'est pas lui. Qui faisait ça ? Alors, on sait pas. Il y a beaucoup qui faisaient ça, tu sais, là. Ouais, mais avec un choix comme ça de matos.
À l'époque. Il faudra poster la photo. On pourra poster on va poster la photo sur la page des Crazy Druids. Ce qui va obliger nos auditeurs à venir s'y abonner. Comme ça, en plus, ils pourront trouver les prochains podcasts. Et puis, puis peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Notre considération la plus phénoménale ou on l'appellera en direct au prochain podcast. Il faudra qu'il nous donne son numéro parce que si c'est un bon ami de Fred, si c'est Armand Porcel, on aura du mal. C'est ça. Pauvre Armand, on t'aime bien, hein, mais on n'a pas ton numéro. Donc, on se rattrapera une prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors donc il gagnera, je sais pas, un de nos fonds de tiroir. Vous savez, on est nombreux magiciens à avoir des choses dans nos fonds de tiroir. On lui fera une petite enveloppe avec nos fonds de tiroir dont on veut se débarrasser. Ça peut être rigolo, ça. Hein, on va faire ça comme ça. En tout cas, bravo à Paul de nous avoir coincés. Oui, parce que là, le mystère persiste. Alors j'ai envoyé la photo à Sébastien. T'as pas d'idée de Sébastien en la voyant ? Non. J'essaie de l'agrandir. Là, comme ça. Alors là, je vois pas du tout. Non. Eh bien, on a bien avancé. Boris Wilde. Voilà, mystère. On compte sur vous. On compte sur vous. L'enquête est ouverte. Moi, j'aurais vu un petit peu plus tard que les années 50. J'aurais plus vu. Moi, c'est la robe. 70. Ouais. Ah non, moi c'est la robe qui me fait. T'aurais vu mes photos à mes débuts. Tu portais des robes à tes débuts, Gilles. Même années 80, ça pourrait être. En fait, on peut pas trop se fier au costume du magicien. C'est pas Shining Pollock. Non, c'est plutôt la robe de la femme, moi, qui me. Mais oui, parce que beaucoup de magiciens continuent à porter ça. C'est ça. Les femmes sont plus modernes. C'est pour ça qu'il y a de la magie nouvelle, en fait. Pour boucler avec. Alors, en tout cas, c'est plutôt la tenue de l'assistante qui nous oriente par rapport à ça reste tout ça, ça reste un petit peu, on reste un petit peu dubitatif. Bon, on la posera sur la page Facebook de La Voix des Druides. Qui est la page Facebook du podcast. Parce que t'as pas la réponse, toi, Fred. Non, justement. Alors en fait, ce que j'ai proposé à Paul, je lui ai proposé d'envoyer la réponse sur la boîte mail des Crazy Druids et qu'on regarderait pas avant d'avoir essayé. Voilà. Peut-être qu'on a la réponse et qu'on n'a pas encore regardé. Mais en tout cas, on va lancer un défi à nos auditeurs de retrouver quel est ce magicien. Quel est ce magicien qui pratique une magie finalement Et Paul, on peut l'appeler ? T'as son numéro ? C'est un copain ? C'est pas un copain, mais enfin, je l'aime bien. Mais... Ça commence à partir en vrille. J'aurais pas dû mettre d'alcool sur cette table. Allez, on arrive quand même au terme de cet échange. Vos beaux conseils du mois. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, conseiller à nos auditeurs ? Ça peut être un livre, un tour, une lecture, un film, ce que vous voulez en fait. Alors on n'a pas eu de débat là. Le débat c'était la magie nouvelle finalement. On est bien rentré dedans quand même. Oh merde. On avait prévu un truc, on l'a pas fait. Bon, on a c'est pas grave, on le fera une autre fois. Ah oui, là j'ai la photo de Otto. Proposition. Ah, de Gilles, pardon, Gilles. C'était Gilles en fait. Alors Gilles, c'est toi sur la photo alors finalement. Ah oui, c'était Gilles avec. En tout cas, c'était la même qualité de photo en noir et blanc. Alors Gilles Rollini nous a sorti sa tablette avec ses photos de jeunesse. Années 70. Années 70. Ah, il pourrait y avoir un peu de ça. Alors, peut-être. Peut-être un peu de ça. Ouais. Bon, on va chercher. Des conseils pour clore ce podcast ? Des petits conseils ? Ouais. Bosser. Oui, toujours bosser. La patience et aller voir des spectacles de magie. Ouais, faut aller voir des spectacles. Aller voir des spectacles, ouais. Aller voir des spectacles, c'est bien. Et puis dans votre magie, je dirais, la patience, c'est quand même. Et écoutez le prochain numéro, ça va être de mieux en mieux. Oui, c'est ça. Ça partira moins dans tous les sens pour le prochain numéro. Aussi, un peu quand même, parce que c'est nous ça. Comment ? Si un peu quand même, ça partira en tous les sens parce que c'est nous. Oui. Ça représente un peu l'ambiance des assemblées, tu vois, comme on les fait. Donc on aime bien que ce soit un peu foutraque. Et en même temps, il y a des idées qui passent. On a prévu des trucs, quoi. Gilles. Moi, j'avais quelque chose à dire aux gens. Vous savez que tous les 2 ans, les mentalistes font le Nostradamus. Grand festival des mentalistes. Grand festival des mentalistes tous les 2 ans. Et donc l'année prochaine, Destor l'a fait l'année dernière, on était ensemble, on était à Nevers. L'année prochaine, donc début 2024, fin janvier, ça aura lieu à Coudekerque, Branche, en partenariat avec les maîtres de la magie. Il va y avoir cette année des prix extraordinaires. Je ne veux pas en dire plus encore. Comment ça, pour des le prix moment. Extraordinaires ? Parce que vous remettez des prix, c'est un peu comme les Mandrake d'Or, les Nostradamus. C'est comme les championnats. C'est les championnats européens de mentalisme. Donc c'est ouvert à l'Europe. Les mentalistes européens viennent. L'année dernière, il y a 4 ans, c'était Anka Eluka qui l'avait eu. L'année dernière, c'est Kevin Mikou qui l'a eu. Frédéric Da Silva l'a eu 2 fois.
Olivier Prestan, le Belge, l'a eu également, donc c'est vraiment européen. Et cette année, on a décidé de faire des prix extraordinaires. Le premier prix, je ne le dis pas encore aujourd'hui, on en parlera le mois prochain, mais ça va être quelque chose de particulièrement intéressant. Si vous êtes mentaliste... Quel teasing, si on peut déjà prendre les places, vous voulez, et que vous voulez vous inscrire, faites-le. Il va y avoir un spectacle fantastique. Des artistes ont déjà signé. On vous dévoilera les noms très prochainement, mais venez, c'est vraiment superbe. On en reparlera d'autres. On va faire une page spéciale de Nostradamus, vous verrez. Et il y a une ambiance très, très sympa chez les mentalistes. Alors je tiens à préciser à ceux qui écoutent ce podcast que ce n'est pas un numéro sponsorisé par les Nostradamus. Ah, pas du tout. On n'a pas reçu d'argent de leur part. Du moins pour le moment. Gilles, si, mais pas nous. Gilles, oui. Il n'a pas partagé, c'est ça, exactement. Moi, oui. Mais on plaisante. Mais non, ça vaut vraiment le coup de le faire. Il y aura de très très beaux prix à gagner. Sébastien, un conseil ? Alors un conseil ou pas ? Non, enfin je suis pas doué pour donner des conseils moi parce que un conseil, je suis pas irréprochable. Mais l'envie de partager quelque chose. Alors moi j'ai connu tout jeune un magicien qui s'appelle Jonathan Renou qui fait partie, qui a fait partie d'Anima et Jonathan aujourd'hui presque la trentaine maintenant, et il a monté son petit théâtre à Saint-Pierre-Mont-Limard, la commune à côté de chez moi, et un petit théâtre de 15 places, le Maginarium, et franchement, il faut y aller, il faut encourager c'est ce qu'il a fait, et puis il bosse bien, et il est vraiment dans un esprit type Druids où c'est propre ce qu'il fait, c'est travailler, c'est écrit. Et voilà, donc là, moi, j'ai eu des spectacles à chaque fois qu'il a joué, donc j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais là, le prochain, je suis normalement disponible, donc je vais foncer voir Jonathan Renou. As-tu la date ? Alors, dans l'agenda que tient ma chérie, que je n'ai pas sous les yeux, donc je suis incapable de te dire. Bon, on le redonnera sur la page si nécessaire. Et à souligner aussi que des lieux culturels dans la ruralité, il n'y en a pas tant que ça aussi, parce que Saint-Pierre-Mont-Limard, pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas le... C'est un gros bourg, c'est une jolie petite ville du rural, mais c'est quand même pas une grosse mégapole. Et donc, c'est toujours important, quand il y a des lieux comme ça dans la ruralité, de les soutenir. Je sais que oui, il y a une soirée qui est prévue avec, vous savez, tous les magiciens de Haute-Goulaine, ça porte un nom, leur association. Oui, les magiciens de la Fouassière et de... Le Close-Up Monthly, voilà. Ouais, Close-Up Monthly, c'est ça. Eh bien, le 16 juin, ils se font un bœuf là-bas, à son Maginarium. Ah bah très bien. Il faut qu'on fasse pareil, qu'on débarque tous les Crazy Druids. Ouvert au public. Bah c'est ça. Tous les Crazy Druids, on y va le 17, nous. C'est ça, on loue un quart et on y va. C'est ça. Voilà, c'est 50 ça. 50 places. Au moins 50 places. Fred, toi, une fourgonnette de 6 places. Et la prochaine date de Jonathan, c'est le 3 juin. Ah, ça y est, il l'a. Le 3 juin prochain, donc vous pouvez aller à Saint-Pierre-Mont-Limard, réservé. Il n'y a que 15 places, donc dépêchez-vous, ça risque d'être plein assez rapidement. Fred, toi, un petit truc à nous partager, à nous... Alors surtout pas un conseil. Non, mais quand je dis conseil... Non, mais juste ça, suivez-nous. Ça va être de mieux en mieux, on va rigoler. Si vous avez des idées, envoyez-les. Faut que ce soit festif et qu'en même temps, il y a du contenu et de bonnes idées. Et ça dépend aussi de vous, quoi. Merci à tous les 4 d'avoir été... tous les 5, je voudrais remercier Armand Porcel d'avoir participé à ce podcast. Et du partage qu'il comment du coup 6. Ah oui, du 6. Et tous les 4 autour de cette table, 5 avec Sébastien, 6. Mais c'est la fin de la semaine, c'est quasiment la fin de la saison pour ceux qui font de la radio et de l'audio. La fatigue est encore là, elle est présente, même si le mois de mai a été avec beaucoup de trous de gruyère. Voilà. Merci à tous, à tous les 6 d'avoir été présents pour ce deuxième épisode de La Voix des Druides, le Crazy Podcast Show. On se retrouvera le mois prochain et puis peut-être qu'après on prendra quelques vacances pour se retrouver bien évidemment au mois de septembre. On verra ce qu'on fait. À moins qu'on fasse des numéros spéciaux pendant les vacances. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Vous l'avez compris. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, qu'elles s'appellent Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur Ocha. Vous pouvez rejoindre la très prochaine page Facebook La Voix des Druides, sur laquelle on mettra justement la photo de Paul Morax et vous pourrez jouer avec nous à découvrir qui est ce magicien. Et le premier, bien, on vous l'a dit, on vous fera une petite enveloppe avec tous nos tours de fond de tiroir. Peut-être que vous aurez des doublons, mais c'est comme les images Panini, ça. Et vous pourrez les échanger avec les copains. Voilà, allez, à très bientôt. À toutes et à tous. Au revoir, bonne continuation, bonne magie à vous. Salut, au revoir.